Bonjour, je m'appelle Alexandre Molina. Je suis inventeur et je vais vous présenter ici le propulseur à transfert d'énergie cinétique. Mon invention permet de propulser un véhicule sans éjecter de matière. Autrement dit, il permet de créer une poussée depuis l'intérieur même du véhicule. On peut imaginer qu'on pousserait sur le volant de sa voiture pour la faire avancer, qu'on arrive à faire avancer une boîte depuis l'intérieur de la boîte. Je vous présente ici son fonctionnement. Nous avons ici un système composé de deux masses, une boîte rouge et un cube bleu. Nous allons exercer une force de répulsion entre le cube bleu et la boîte rouge. Le cube bleu, par action-réaction troisième loi de Newton, va donc se déplacer vers la droite, tandis que la boîte rouge va se déplacer vers la gauche. Il se trouve que la quantité de mouvement due à la réaction de la boîte est exactement égale, mais de sens contraire, à l'action du cube bleu tapant le fond de la boîte. Les deux quantités de mouvement étant identiques, mais de sens contraire, il n'est pas possible de déplacer le système de cette manière. Le centre de masse, le centre de gravité du système ne se déplaçant pas à l'issue de ces opérations. Cela dit, nous connaissons tous la loi de la conservation d'énergie. L'énergie ne se crée pas, ne se perd pas. L'énergie se transforme, comme nous l'a si bien appris Lavoisier. Ainsi, il serait possible d'imaginer un système dans lequel une des deux masses, ou la masse rouge ou la masse bleue, transférerait une partie de son énergie cinétique en une autre forme d'énergie. Ainsi, comme rien ne se perd, rien ne se crée et que tout se transforme, une transformation de l'énergie d'une des deux masses en une autre forme d'énergie induirait nécessairement une annulation de la différence de quantité de mouvement des deux masses, les quantités de mouvement étant liées à des énergies cinétiques. Autrement dit, si on suit ce principe de base de conservation de l'énergie et qu'on imagine par exemple cette masse bleue qui au cours du trajet, admettons que cette masse bleue au cours du trajet entre le point A qui est à gauche et le point B qui est à droite, que cette masse bleue se réchauffe. Admettons qu'elle se réchauffe en cours de route jusqu'à atteindre une certaine température à la fin de son trajet. Nous savons que la quantité d'énergie d'un système, l'énergie interne d'un système, se conserve et qu'elle est égale à la somme des forces, des actions macroscopiques et microscopiques qui s'exercent dessus. Autrement dit, si ce cube bleu, entre le point A et le point B, a augmenté en température, sans interaction avec l'autre masse rouge, c'est qu'il y a forcément eu conversion de l'énergie cinétique macroscopique en énergie cinétique microscopique. Nous passons donc d'un mouvement vectoriel à une énergie thermique, une chaleur Q, qui elle est une grandeur scalaire, et donc ne peut pas avoir de quantité de mouvement vu qu'elle n'a pas de direction particulière. Nous savons aussi qu'ensuite, ce corps, une fois chauffé, va rayonner selon la loi de Weyne et va donc émettre des longueurs d'onde qui vont plutôt tirer vers l'infrarouge dans le vide de l'espace, par exemple. Ce qui veut dire qu'on ne viole donc pas les principes de la thermodynamique. Nous n'échangeons pas de matière avec le milieu extérieur, mais nous échangeons de l'énergie. Le corps va donc ralentir au cours de sa course pour augmenter en température. Comme nous n'avons pas créé d'énergie, si le corps a augmenté en température, c'est qu'il a perdu en énergie cinétique macroscopique. Ce rayonnement va donc ensuite rayonner dans l'espace jusqu'à ce que le corps soit refroidi pour pouvoir ensuite recommencer ainsi de suite l'opération. La vraie question, c'est comment faire en sorte que cette masse bleue, au cours du trajet, se réchauffe pour perdre en énergie cinétique macroscopique. C'est-à-dire comment faire en sorte que cette masse perde du travail W au profit de sa chaleur Q, sachant que l'énergie interne U, qui est égale à W plus Q, se conserve dans un système. L'énergie se conserve. Si, pour une énergie interne U donnée, si on a une augmentation de la chaleur Q, on a nécessairement une diminution du travail mécanique W, donc de l'énergie cinétique macroscopique. Voilà donc ma solution. Ma solution, en fait, elle consiste à diviser la masse bleue en deux jets de fluide.
le jet de fluide issu de la pompe 1 et le jet de fluide issu de la pompe 2. Les pompes, ainsi que la boîte, représentent la masse rouge. Les pompes vont donc éjecter deux jets de fluide à des vitesses différentes. Pourquoi à des vitesses différentes? La pompe 1 va envoyer un fluide, par exemple, plus rapide que celui de la pompe 2. Les deux fluides ayant des vitesses différentes, ils ont donc des vitesses relatives, l'un par rapport à l'autre. Et nous savons que dans la nature, il existe une force qui s'appelle les forces de frottement, qui tendent à réchauffer les objets, augmenter leur énergie thermique due à la friction. Autrement dit, cette masse bleue divisée en deux, ces deux jets d'eau, en se tapant, du fait du décalage de leur vitesse, vont se frotter. Autrement dit, le premier jet d'eau issu de la pompe 1, qui sort à vitesse V1, et le deuxième jet d'eau, qui sort à vitesse V2, au point A. Ces deux jets d'eau, au départ au point A, une température T1. Au cours du trajet, du fait de la friction entre les deux liquides, ils vont atteindre des vitesses V3 et V4 nécessairement inférieures à V1 et V2 du fait de l'augmentation de la température T2 au point B. L'énergie interne du système devant nécessairement se conserver, s'il y a augmentation de la température entre le point A et le point B, il y a donc nécessairement augmentation de la quantité de chaleur Q pour le liquide. Cette augmentation de la quantité de chaleur Q va donc nous induire obligatoirement, et je dis bien obligatoirement, une diminution du travail mécanique. Autrement dit, l'eau, le fluide qui tape la paroi de la boîte en ce point, il donne une quantité de mouvement d'action inférieure à la quantité de mouvement de recul des pompes. Les pompes n'étant pas soumises à la friction, n'ayant donc pas perdu leur énergie, leur travail W en chaleur Q, à l'inverse de ces deux jets qui se frottent mutuellement sur cette zone de contact, du fait de la vitesse différente de ces jets. Une partie donc de l'énergie du travail de ces jets d'eau s'est donc convertie en chaleur entre le point A et le point B, passant de la température T1 à la température T2, ce qui donc augmente la quantité de chaleur Q et diminue le travail mécanique. On obtient donc ce genre de système. Hop, alors je me suis perdu les amis. Voilà. Donc là j'ai essayé de faire une petite simulation de fluide pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Donc vous imaginez les deux fluides lancés à des vitesses différentes. Le frottement entre les fluides va donc favoriser la conversion en énergie thermique. Donc du coup la conversion, la transition on va dire du travail W en chaleur Q. Donc tout en ayant une conservation de l'énergie interne du système. Ce qui devrait induire obligatoirement une différence des quantités de mouvements macroscopiques agissant sur la boîte, fournissant une poussée dans le sens de la réaction des pompes. Alors, pour augmenter les capacités de ce système, il est donc nécessaire d'avoir une grande surface de contact entre les deux liquides. Si on prend par exemple, comme dans l'exemple et les animations que je vous ai montrées ici, si on prend par exemple deux tubes, la surface de contact entre les deux ne sera pas très grande, donc on aura très peu de frottement. Donc très peu de différence, du coup très peu de conversion de l'énergie W, du travail mécanique W en énergie interne Q, en énergie en chaleur Q. Du coup, on devrait plutôt privilégier ce type de surface, donc avec le liquide qui est rapide dessus et le liquide qui est rapide dessous, avec une surface de contact beaucoup plus grande. Et ensuite, on peut imaginer faire une sorte de sandwich où toutes les cases blanches ici seraient donc le fluide rapide et toutes les cases bleues seraient le fluide lent, de sorte à maximiser les frottements et donc la conversion du travail mécanique W en chaleur Q pour respecter la conservation de l'énergie interne U du système. Donc voilà comment pousser un véhicule depuis l'intérieur selon mon invention. Tout simplement en convertissant une partie de la quantité d'énergie du travail mécanique W du liquide éjecté par des pompes, d'un fluide éjecté par des pompes, en le convertissant en chaleur Q grâce à la loi de la conservation de l'énergie interne. Voilà.
Donc, bah aussi, on peut tout simplement regarder, hein, je vous mets ça comme ça en coup de vent, tout simplement que l'énergie interne d'un système, c'est la somme donc des énergies cinétiques microscopiques plus la somme des énergies potentielles macroscopiques. Donc, par exemple, s'il y a la gravité, un champ électrique qui intervient, plus l'énergie cinétique microscopique, donc en l'occurrence la température, c'est ce qui nous intéresse, et l'énergie potentielle microscopique qui peuvent être par exemple des interactions entre liaisons, les interactions de Van der Waals et tout ça. Mais globalement, on peut résumer ça en deux grandes formes d'interaction. Le travail mécanique W qui réunit, on va dire, toutes les énergies cinétiques et potentielles macroscopiques, donc qui correspond au travail W, et la chaleur, le travail Q, qui lui représente au contraire la somme des énergies cinétiques microscopiques et la somme des énergies potentielles microscopiques, Van der Waals et tout ça se conservant dans une énergie interne U. Alors bien sûr, dans un cas pratique, on peut imaginer pour favoriser le frottement, en plus de jouer sur la surface de contact, on peut aussi imaginer jouer sur la viscosité. Bien sûr, faut pas exagérer non plus parce qu'on voit mal une pompe hydraulique par exemple balancer du miel, hein. Donc on serait plus sur bon, un juste milieu à trouver entre la viscosité et pouvoir envoyer le fluide rapidement et générer assez de frottement. On peut aussi, bien entendu, imaginer par exemple des grains de sable, un peu comme pour le sablage, qui seraient contenus dans le fluide pour favoriser encore une fois les frottements. Donc bien sûr pas du sable, hein, genre des cristaux de saphir, ça appartient à la même catégorie. Donc ça pourrait être très bien pour augmenter les frottements. On peut aussi imaginer à terme qu'on soit vraiment capable de prendre une tranche d'eau quoi et de la faire la plus fine possible quoi, limite une couche de molécules quoi, histoire de favoriser le frottement un maximum. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'avenir en fait avec cette technologie que je vous propose et j'espère que je vais pouvoir passer à une phase expérimentale assez rapidement, sachant que c'est un peu galère. Sachant que je vis dans 13 mètres carrés, j'essaye de faire de mon mieux avec les expériences que je fais, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même galère de faire des bricolages ici, surtout au niveau de l'hydraulique. Je me vois pas allumer des pompes hydrauliques ici, dans mon appartement. Enfin bon, j'espère que on va avoir de bons résultats par la suite, ce qui pour moi est une évidence, d'après le principe de fonctionnement de mon invention. Donc j'ai pas déposé de brevet, donc tout le monde a le droit de travailler dessus, parce que je suis pas un chien. Et puis, quand bien même j'aurais eu l'argent pour le déposer, le brevet et compagnie, nanana, j'aurais pas su le rédiger, tout ça, ça aurait été un bordel. De toute façon, je préfère que ça profite à tout le monde. Et je préfère qu'au moins on ait enfin des vaisseaux spatiaux et des satellites qui éjectent pas du carburant comme des bourrins dans l'espace comme ça. C'est ridicule. Là, on n'aura besoin que d'énergie électrique avec ce système-là. On peut déployer des panneaux solaires pour avoir de l'électricité ou utiliser un générateur à radioisotope, un petit générateur à désintégration radioactive. Ça peut être très efficace. Ça permet de durer beaucoup plus longtemps. Et là, il y a plus tous les soucis qu'on peut avoir avec les gaz tels que le xénon, tout ça. Ou si on nécessite de grosses énergies à cause de l'ionisation des gaz pour les moteurs ioniques, ça nous fait tout ça d'économie d'énergie en moins quand même. Donc je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Après au niveau de la radiation, parce que la température du liquide va augmenter au cours du temps, au bout d'un moment, le liquide sera peut-être trop chaud, il faudra le laisser refroidir. On pourra peut-être transférer son énergie pour pouvoir la récupérer, j'en sais rien, avec des sortes de panneaux solaires infrarouges, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, ça reste quand même une révolution de pouvoir avoir un moteur qui n'éjecte pas de matière. Donc je vous invite tous à travailler dessus. Surtout que là, c'est immuable que ça fonctionne. C'est juste une question de technique pour augmenter les frottements, une question d'ingénierie. J'espère simplement que ça va le faire et j'espère voir le plus rapidement possible ce moteur reconnu et vérifié et qu'on me dise enfin, bah voilà Alex, et ouais, ça fait 300 ans qu'on dit qu'on peut pas pousser un truc depuis l'intérieur. Bah grâce à tes théories, grâce à ton invention, et bah ouais, on arrive à le faire. Ça me ferait vachement plaisir.
Bon, après, bon, j'espère que ça m'ouvrira des nouvelles portes pour enfin réussir à le faire, mon sac à dos. Voilà. Voilà. C'était l'homme de papier, dit Alex Molina, dit Aéro, dit Marcus, dit Poivre.